Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrivait réellement aux enfants jetés dans ces prisons destinées aux enfants? La vérité est bien plus choquante que vous ne pouvez l'imaginer. Ces centres de détention pour mineurs destinés à réhabiliter les jeunes en difficulté deviennent souvent des lieux de souffrance inimaginables. Ce qui se passe réellement entre ces murs est une histoire effrayante de violence, de négligence, d'abus et de mort. La violence éclate fréquemment dans les centres de détention pour mineurs, créant des environnements remplis de dangers et d'instabilité pour les jeunes individus confinés dans ces établissements. Les causes de cette violence varient, allant de la surpopulation et de la supervision inadéquate aux problèmes psychologiques sous-jacents auxquels sont confrontés de nombreux détenus. Le manque de supervision adéquate du personnel aggrave ces problèmes, car le personnel débordé ou insuffisamment formé a du mal à maintenir l'ordre et à fournir le soutien nécessaire pour gérer efficacement les conflits. De plus, beaucoup de jeunes détenus ont subi des traumatismes importants et souffrent de troubles mentaux qui contribuent à un comportement instable. La combinaison toxique de ces facteurs peut conduire à de fréquentes explosions de violence, qui peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Un tel incident s'est produit au centre de détention pour mineurs de Galsburg, où une bagarre a éclaté, faisant de nombreux blessés. Ce centre accueille de jeunes délinquants, mais a déjà été le théâtre d'une grave altercation. Selon les rapports, une bagarre a éclaté, impliquant de nombreux détenus et faisant des blessés parmi les jeunes et les membres du personnel. L'incident était un exemple de la nature précaire de la vie dans les centres de détention pour mineurs. Le jour de l'incident, les tensions étaient déjà vives au sein de l'établissement, la surpopulation et le manque de personnel créant un environnement instable propice au conflit. Lorsque la bagarre a éclaté, elle s'est rapidement intensifiée, impliquant plusieurs détenus. Les membres du personnel ont tenté d'intervenir, mais leurs efforts ont été entravés par le nombre de jeunes impliqués et l'intensité de l'altercation. Dans le chaos qui s'en est suivi, 10 personnes ont été blessées, dont des détenus et des membres du personnel. Les blessures allaient de coupures et ecchymoses mineures à des blessures plus graves nécessitant des soins médicaux. La gravité de l'incident a entraîné une réponse immédiate des forces de l'ordre et des services médicaux d'urgence qui ont été appelés sur les lieux pour rétablir l'ordre et porter secours aux blessés. Dans un autre cas, une bagarre dans un centre de détention pour mineurs à Washington, D.C., a fait 5 blessés parmi les gardiens, ce qui illustre encore les dangers présents dans ces environnements. L'incident a commencé par une confrontation entre détenus et s'est rapidement transformé en une véritable bagarre. Les gardiens sont intervenus pour tenter de réprimer la violence, mais ils se sont heurtés à une résistance qui a entraîné leurs blessures. Vous l'aurez peut-être deviné, parmi toutes les choses tordues qui peuvent se produire dans un centre de détention pour mineurs, les abus sont très susceptibles de se produire, pas seulement les abus physiques ou verbaux, mais même les abus sexuels. Au fil des ans, il y a eu plusieurs cas de ce type. L'un de ces cas est évoqué dans un procès intenté contre les centres de détention pour mineurs de Pennsylvanie. Les poursuites ont dressé un tableau inquiétant d'un système défaillant où 66 personnes, aujourd'hui adultes, ont raconté avoir été victimes de harcèlement de la part de gardiens, d'infirmières, de superviseurs et d'autres membres du personnel. Les allégations indiquent que lorsque certaines victimes ont cherché de l'aide, leurs appels ont été ignorés ou accueillis avec incrédulité. Ce scénario profondément troublant a mis en lumière les défaillances du système de justice pour mineurs. La mission de ce système est de réhabiliter, d'éduquer et de réformer les jeunes, en les préparant à une vie productive. Pourtant, ces enfants ont subi un profond traumatisme. Au lieu d'être soutenus, ils sont entrés dans ces établissements en quête de conseils et de guérison, mais en sont ressortis avec de nouvelles blessures dévastatrices. Parmi les établissements cités dans les poursuites figurait le Centre de développement de la jeunesse de Louisville, géré par l'État, l'unité de traitement sécurisé de South Mountain et l'unité de traitement sécurisé du centre-nord de Danville. Les plaintes impliquent également Meraki, USA, Northwestern Academy, qui a fermé en 2016, et des établissements gérés par Vision Quest National Loyalty et d'Œuvre Advanced Behavioral Health. L'ampleur des abus est stupéfiante. 18 personnes ont raconté des expériences et d'autres actes répréhensibles dans les seuls établissements d'Œuvre. Un cas particulièrement troublant concerne un garçon de 14 ans qui a été agressé par un membre du personnel alors qu'il était sous sédatif pendant de graves crises de colère, incapable de se défendre. Les plaintes contre les établissements publics dépeignent une culture omniprésente d'exploitation, de violence et d'abus généralisés de la part des gardiens, des conseillers et des autres membres du personnel. Les abus allaient des fouilles à nu inappropriées aux violences physiques. Elles ont montré qu'il y avait une négligence systémique et manquement aux obligations de surveillance.
Une personne a raconté le récit poignant d'une violente agression sexuelle commise par un conseiller à North Central qui a entraîné une grossesse à l'adolescence. Lorsqu'elle a signalé l'agression, ses plaintes ont été rejetées par un autre membre du personnel, ce qui a aggravé la situation. La violence éclate fréquemment dans les centres de détention pour mineurs, créant des environnements remplis de dangers et d'instabilité pour les jeunes détenus. Les causes de cette violence sont multiples: surpopulation, supervision inadéquate et troubles psychologiques fréquents chez les jeunes incarcérés. Le personnel, souvent en sous-effectif ou mal formé, peine à maintenir l'ordre et à fournir le soutien nécessaire pour gérer efficacement les conflits. De nombreux jeunes détenus ont subi des traumatismes et souffrent de troubles mentaux qui exacerbent leur instabilité comportementale. Cette combinaison toxique de facteurs conduit à des explosions de violence aux conséquences parfois dévastatrices. Dans un autre centre, à Washington, D.C., une autre bagarre a éclaté, causant des blessures à 5 gardiens. Ce nouvel incident a commencé par une altercation entre détenus avant de dégénérer en une violente rixe. Les gardiens, en tentant de séparer les jeunes, ont été blessés, soulignant à nouveau les risques inhérents à ces environnements. Au-delà de la violence, les centres de détention pour mineurs sont aussi le théâtre d'abus de toutes sortes. Pas seulement physiques ou verbaux, mais également sexuels. Plusieurs affaires ont été révélées au fil des années. Un exemple marquant est celui des centres de détention pour mineurs en Pennsylvanie, où un procès a mis en lumière les abus systématiques. 66 anciens détenus ont rapporté avoir été victimes de harcèlement de la part de gardiens, d'infirmières, de superviseurs et d'autres membres du personnel. Pire encore, lorsque certaines victimes ont tenté de dénoncer ces abus, elles ont été ignorées ou accusées de mentir. Ces révélations ont mis en lumière les profondes défaillances du système de justice pour mineurs. Ce système, censé réhabiliter les jeunes et les préparer à une vie productive, les a parfois traumatisés davantage. Au centre de réadaptation et de traitement pour jeunes de Geneva, dans le Nebraska, les conditions de vie se sont détériorées au point de nécessiter l'évacuation des 24 filles qui y étaient placées. Les installations étaient insalubres, dégâts des eaux, moisissures et fils électriques apparents suspendus au plafond. Ce n'était pas un cas isolé. Un garçon de 13 ans a décrit son séjour dans un centre du Nebraska, où les lits étaient espacés de seulement 60 cm, certains détenus étant bien plus âgés que lui, créant un environnement intimidant et insécurisant. En Californie, la situation n'est guère meilleure. À Ventura, les jeunes passent la majeure partie de leur temps enfermés dans des cellules aux portes métalliques, équipées de matelas minces. À Nasedergian, les cellules en béton offrent peu de confort, de petits matelas sur des sommiers en béton, des fenêtres embuées et des toilettes métalliques sans séparation pour l'intimité. À Charleston, en Caroline du Sud, une mère a décrit les conditions terribles dans lesquelles son fils de 16 ans a passé 10 mois en détention, des cellules surpeuplées, jusqu'à 4 jeunes par cellule prévue pour 2, enfermés plus de 22 heures par jour. Les détenus devaient utiliser l'eau des lavabos pour boire et se brosser les dents, bien que l'eau ait été décrite comme blanche et nauséabonde. Un autre incident dramatique s'est produit à Geneva lorsque des filles, excédées par les mauvaises conditions, ont refusé de retourner dans leur chambre et se sont barricadées dans un bureau, appelant des numéros d'urgence et leurs familles. Leur geste désespéré a mis en lumière l'ampleur de leur souffrance. À Charleston, une action en justice a été intentée, dénonçant des conditions dégradantes. Les jeunes devaient nettoyer les inondations d'eaux usées avec des moyens rudimentaires. Certains étaient punis en étant confinés dans une cellule sombre et humide, sans fenêtre, pendant plusieurs jours. Une jeune fille de 14 ans, incarcérée pour vol aggravé, a vu sa santé mentale se détériorer en détention. Diagnostiquée avec un trouble de stress post-traumatique, de l'anxiété et de la dépression, elle a été surmédicamentée, Risperdal, Ritalin et Prozac pendant la journée, Seroquel la nuit. Les médicaments étaient distribués à la chaîne, sans suivi psychologique approfondi. Les tensions entre détenus et personnel menaient régulièrement à des bagarres. Après une violente émeute, elle a été transférée vers un autre établissement, mais les problèmes ont persisté. Elle a été harcelée pendant les séances de thérapie de groupe, ce qui l'a poussée à demander une thérapie individuelle. Son thérapeute est devenu son seul véritable soutien. Mais même ces moments de répit étaient ponctués de tensions. Le personnel utilisait parfois les informations personnelles des détenus pour les provoquer. Une dispute amoureuse avec une autre résidente a déclenché une altercation avec un agent pénitentiaire qui a mené à une confrontation physique, se soldant par une fracture de la jambe de la jeune fille. Malheureusement, certains jeunes ne ressortent pas vivants de ces centres. Anthony Dumas en est un exemple tragique. Cet adolescent, placé dans un foyer pour mineurs du comté de Brevard, s'est pendu à son lit superposé avec une ceinture en cuir.
Au lieu d'intervenir, un membre du personnel a pris des photos de lui en train de suffoquer. Le refuge fonctionnait sans licence depuis 4 ans. Lorsque la police est finalement intervenue, Anthony respirait encore, mais il est tombé dans le coma et est décédé 4 mois plus tard. 3 membres du personnel ont été licenciés. La personne qui a pris les photos a été condamnée à 1 an d'assignation à résidence pour négligence envers un enfant. Lors de la condamnation, le père d'Anthony a exprimé sa douleur et son incapacité à pardonner aux responsables. Ces récits montrent l'ampleur des défaillances systémiques dans les centres de détention pour mineurs, où les jeunes sont censés être réhabilités mais se retrouvent souvent davantage brisés. La mort tragique de Sean Smith met en lumière les défaillances critiques dans les centres de détention pour mineurs. Bien qu'il ait été identifié comme à risque de suicide et soumis à des protocoles stricts nécessitant une surveillance toutes les 5 minutes, il a tout de même réussi à mettre fin à ses jours. Les agents l'ont retrouvé pendu avec un drap noué autour du cou, attaché à la porte de sa cellule au centre de détention régional de Volusia. Lors de l'enquête menée par l'inspecteur général, il est apparu que les bandes de surveillance avaient mystérieusement disparu, rendant impossible toute vérification des rondes effectuées. L'histoire de Danny Matthews, un adolescent du centre de détention pour mineurs du comté de Pinella, témoigne également des graves conséquences d'erreurs humaines. Danny avait passé la journée à se disputer avec un autre jeune détenu, et malgré les tensions évidentes, un gardien a commis l'erreur fatale d'ouvrir simultanément les portes de leur cellule. Les 2 garçons se sont immédiatement affrontés dans le couloir. Bien que Danny ait porté le premier coup, la bagarre a rapidement tourné au drame lorsqu'il s'est effondré, succombant à un traumatisme crânien contondant, soit causé par un coup direct à la tempe, soit par la chute elle-même. Cet incident tragique a conduit au licenciement d'un gardien principal et à la suspension d'un surintendant adjoint. Willie Durden est un autre exemple poignant des failles systémiques dans les centres de détention pour mineurs. Décrit comme un détenu modèle aspirant à devenir conseiller pour la jeunesse, Willie est mort sous la surveillance de ceux censés veiller sur lui. Une nuit, vers 4 heures du matin, un éducateur du centre correctionnel pour jeunes délinquants de Cypress Creek a entendu des gargouillements provenant de sa chambre. Au lieu d'intervenir immédiatement, le gardien et son superviseur ont attendu 20 longues minutes avant d'appeler à l'aide ou d'entamer une réanimation cardio-pulmonaire, croyant à une blague. L'autopsie a révélé que Willie était mort d'une arythmie ventriculaire causée par une maladie cardiaque non diagnostiquée. Nancy Hamilton, présidente de l'Association de justice pour mineurs de l'État, a dénoncé l'inaction des gardiens, s'interrogeant « Attendriez-vous 20 minutes si c'était votre enfant ?» Les soins médicaux inadéquats dans ces établissements sont également une problématique majeure. De nombreux jeunes détenus arrivent avec des pathologies préexistantes ou des troubles mentaux nécessitant des soins continus. Malheureusement, l'infrastructure médicale de ces centres est souvent insuffisante pour répondre à ces besoins vitaux. Ginia Macmillan, 16 ans, en est un exemple tragique. En 2016, elle est morte dans un centre de détention pour mineurs du Kentucky après avoir été trouvée inconsciente dans sa cellule. Une enquête a révélé que, bien qu'elle montrait des signes clairs de détresse, elle n'avait reçu aucun soin médical approprié, les contrôles de routine n'ayant pas été effectués. L'histoire de Michael Wiltz illustre encore davantage ces défaillances. Âgé de seulement 12 ans, Michael souffrait de troubles bipolaires et de problèmes comportementaux. Au lieu de recevoir le soutien psychologique dont il avait besoin, il a été confronté à des pratiques brutales. Privé de ses médicaments psychiatriques et sans accès à des services thérapeutiques, Michael a fini par mourir asphyxié après avoir été plaqué au sol par un conseiller pesant plus de 130 kg. Malgré les cris répétés du garçon affirmant qu'il ne pouvait pas respirer, le conseiller n'a pas relâché la pression, pensant qu'il simulait. Sa mère, Linda Ibarra, n'a appris la nouvelle que bien plus tard et, brisée par la perte de son fils, elle s'est suicidée 6 ans plus tard, emportant également la vie de son autre fils, Lorenzo, âgé de 7 ans. Le cas d'Omar Pesley met également en lumière les négligences systémiques. Détenu au centre pour mineurs de Miami, Omar est mort d'une appendicite non traitée. Pendant 3 jours, il a souffert de douleurs intenses, vomissant et criant à l'aide, mais ses plaintes ont été ignorées par le personnel médical et les gardiens. Même lorsque certains agents ont signalé son état critique, les autorités ont tardé à intervenir, pensant qu'il simulait. Lorsque les soins médicaux sont finalement arrivés, il était trop tard. Sa mort a provoqué une onde de choc dans la communauté et a conduit au licenciement de 25 employés, dont le secrétaire du département de la justice pour mineurs et le directeur de la prison. Ces tragédies soulignent les graves lacunes dans la gestion des centres de détention pour mineurs. Entre surveillance défaillante, soins médicaux inadéquats et brutalité, ces établissements échouent souvent à remplir leur mission première, protéger et réhabiliter les jeunes détenus. Au lieu de cela,
nombre d'entre eux deviennent des lieux de négligence systémique où la vie des jeunes est souvent mise en péril. Ces affaires révèlent les défaillances criantes du système de justice juvénile et mettent en lumière les défis complexes de la réhabilitation des jeunes criminels. Elles soulèvent des questions essentielles sur la responsabilité pénale des mineurs, les soins en santé mentale, et l'efficacité du système dans la prévention de récidives et la protection des jeunes contre des environnements carcérotoxiques. Le sort de ces enfants rappelle cruellement les conséquences d'un système qui, au lieu de guérir, aggrave parfois les blessures. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.